Peut-on vraiment être souverain si l'on s'habille avec les symboles de l'ancien colonisateur? Imaginez la scène. Dans l'enceinte solennelle du Parlement ghanéen, plus aucun costume sombre ni cravate soyeuse. À la place, tous les députés affichent le fugu, cet habit traditionnel tissé à la main venu du nord du Ghana. Mais attention, il ne s'agit ni d'un carnaval, ni d'un simple retour aux racines. C'est un acte politique fort, une prise de position collective pour affirmer l'identité africaine, sans demander la permission à personne. Le déclic? Des moqueries virales après l'apparition du président Mahama en fugu lors d'une visite officielle en Zambie. Pourquoi un chef d'État africain devrait-il porter un costume occidental pour être pris au sérieux? La réponse des députés ghanéens a été claire. Ils ont retourné la salle du Parlement en une démonstration d'unité et de dignité, transformant une moquerie en affirmation nationale. Ce geste force à s'interroger. Qui décide de ce qui fait autorité en Afrique? Si l'on continue à ignorer ces symboles, on risque de perpétuer une domination invisible qui mine la confiance et la valeur de l'identité africaine. Pour saisir toute la portée de ce moment, il faut maintenant plonger dans l'histoire du fugu et comprendre comment un simple vêtement peut façonner ou brider le pouvoir. Le fugu n'est pas qu'un tissu, c'est un drapeau silencieux. À première vue, ce vêtement ample, tissé de coton épais, pourrait sembler n'être qu'une curiosité folklorique dans la garde-robe ghanéenne. Pourtant, il porte en lui des siècles d'histoire, de conflits et de leadership, tout droit venus du nord du Ghana, parmi les Dagomba, les Mamprus et les Gondja. Bien avant que les frontières, les parlements ou même le mot Ghana n'existent, le fugu incarnait déjà l'autorité, la survie et la dignité. Traditionnellement, seuls les guerriers, les chefs et les anciens arborèrent le fugu. Son tissu robuste, tissé à la main en bandes étroites puis patiemment assemblées, était pensé pour durer. Sa coupe large et fluide n'avait rien d'anodin. Elle permettait liberté de mouvement, indispensable pour les hommes à cheval lors des batailles. Mais le fugu n'était pas qu'une armure. On y cousait des gris-gris, des amulettes de protection. Il devenait alors une barrière physique et spirituelle, un rempart contre les dangers visibles et invisibles. Le prestige du fugu s'affichait aussi dans ses broderies. Autour de l'encolure, chaque motif racontait une histoire. Rang, expérience, sagesse ou pouvoir. Porter un tel vêtement, c'était être reconnu comme un pilier de la communauté, un porteur de responsabilité et d'honneur. Encore aujourd'hui, ces codes vestimentaires parlent sans un mot. Ils dessinent une carte cachée du pouvoir et du respect. Mais le fugu ne s'est pas arrêté à son berceau régional. Un tournant s'opère en 1957, quand le Ghana accède à l'indépendance. Kwame Nkrumah, père fondateur de la nation, fait un choix audacieux. Il se présente vêtu du fugu, rejetant le costume colonial au moment le plus symbolique de l'histoire du pays. Ce geste, loin d'être anodin, proclame une vérité forte. La liberté politique doit marcher main dans la main avec la dignité culturelle. Il ne suffit pas de changer de drapeau ou de diriger un nouvel État. Il faut aussi se réapproprier son image et ses symboles. Ce jour-là, le fugu quitte les frontières du Nord pour devenir l'étendard de tout un peuple. Il se mue en emblème national de résistance, un rappel que l'autorité en Afrique peut, et doit, s'exprimer à travers des signes venus du cœur de ses propres traditions. Quand, plus tard, les députés ghanéens siègent en fugu au Parlement, ils ne créent pas un nouveau symbole, ils redonnent vie à une histoire ancienne. Le fugu redevient ce qu'il a toujours été, l'habit de ceux qui guident, protègent et définissent leur société. Oublier cette histoire, c'est risquer de voir nos propres symboles instrumentalisés ou laissés pour compte, de laisser d'autres décider de ce qui incarne, ou non, la légitimité en Afrique. Mais alors, comment le costume occidental est-il devenu le visage officiel du pouvoir africain, presque sans contestation? Un vêtement peut-il réellement décider de qui est pris au sérieux? En Afrique, la réponse est plus complexe qu'on ne le pense. Regardons d'abord le costume cravate. À première vue, il n'est qu'une tenue professionnelle comme une autre. Mais en réalité, il porte l'empreinte directe de la colonisation. Pendant des décennies, l'idée s'est imposée. Pour être crédible, pour exercer le pouvoir, il fallait ressembler à l'Européen.
Après les indépendances, les chefs d'État, les ministres et les députés ont changé de nationalité, mais pas de garde-robe. Les drapeaux et les hymnes étaient africains, mais la silhouette du pouvoir restait, elle, obstinément occidentale. Cela a créé une hiérarchie silencieuse mais puissante. D'un côté, le costume moderne, sérieux, adapté à la ville et à la gouvernance. De l'autre, les tenues africaines, reléguées aux cérémonies, aux villages ou aux vitrines touristiques, perçues comme folkloriques, jamais vraiment formelles. La logique est insidieuse. L'habit venu d'Europe égale la modernité. L'habit local égale le passé, donc l'informel. Cette opposition nourrit une contradiction. Comment gouverner un peuple en portant les symboles de ceux qui l'ont autrefois dominé? Comment imposer son autorité quand elle s'exprime à travers des codes étrangers? La réaction internationale ne fait que renforcer ce malaise. Qu'un dirigeant africain apparaisse en boubou, en fugu ou en faso d'Anfani dans une réunion mondiale, et c'est aussitôt perçu comme étrange ou pittoresque. On s'étonne, on ironise, parfois même on marginalise. Pourtant, qu'il porte un costume, et personne ne le remarque. C'est la norme, il n'y a rien à justifier. C'est cette attente inconsciente qui a éclaté au grand jour quand le président Mahama du Ghana est arrivé avec son fougou en Zambie. Les moqueries n'avaient rien à voir avec la mode. Elles révélaient le poison plus profond. Pour être pris au sérieux, un Africain doit se conformer à l'image occidentale du pouvoir. Face à cela, le geste du Parlement ghanéen a tout changé. En rejetant collectivement le costume, les députés ont inversé la hiérarchie. Ils ont rappelé que la tradition n'est pas un reliquat du passé, mais une source de légitimité. Revêtir un habit local ne signifie pas refuser la modernité, mais refuser l'imitation. C'est reprendre le pouvoir sur le regard que l'on porte sur soi et sur la perception du continent. Mais le risque est grand. À force de s'identifier à des normes étrangères, on érode la confiance collective. On s'enferme dans une dépendance symbolique qui freine l'épanouissement africain. Si le Ghana a frappé fort par l'image, un autre pays a choisi la révolution tranquille, mais sans doute plus profonde, le Burkina Faso. Et si la vraie révolution ne faisait pas de bruit? Au Burkina Faso, l'histoire du Faso d'Anfani montre justement comment une tradition vestimentaire peut devenir beaucoup plus qu'un symbole. Ici, pas de coup d'éclat, pas de polémique soudaine qui enflamme les réseaux sociaux. Non, la transformation s'est faite en silence, avec une détermination tranquille, mais implacable. Progressivement, le Faso d'Anfani, ce tissu tissé main, a investi tous les espaces du pouvoir. Les ministres le portent lors des réunions officielles, il s'affiche lors des cérémonies d'État, et surtout, il a franchi une frontière symbolique très forte, celle de la justice. Pendant longtemps, les tribunaux demeuraient l'un des derniers bastions de l'apparat colonial, où la toge occidentale signifiait l'autorité et la légitimité. Mais le Burkina Faso a osé. Les juges et les officiers de justice arborent désormais des habits traditionnels adaptés, confectionnés dans le Faso d'Anfani. Ce changement, loin d'être un simple clin d'œil folklorique, signifie que la justice burkinabé s'administre au nom du peuple, avec ses propres codes, sur son propre sol. On ne touche ni aux lois, ni au sérieux de l'institution. Seul le langage visuel de l'autorité change. Et c'est tout sauf anodin. Ce qui rend l'expérience burkinabé unique, c'est précisément cette normalisation. Là où d'autres pays font du vêtement traditionnel un geste symbolique ponctuel, ici, il devient la règle. L'État n'exige plus l'uniforme occidental. Il attend que ses représentants incarnent la culture nationale au quotidien. Peu à peu, ce qui était exceptionnel devient habituel. Le Faso d'Anfani n'est plus l'exception qui marque un événement fort. Il s'impose comme le vêtement du pouvoir, celui qui fait autorité sans jamais renier ses origines. Cette stratégie présente un atout crucial. Elle rend le changement durable. Si une avancée reste au stade du symbole, elle dépend de l'émotion du moment, de l'actualité, ou d'une mobilisation populaire éphémère. Mais quand elle s'enracine dans les structures, elle résiste au temps et aux aléas politiques. À terme, c'est l'image même de l'autorité en Afrique qui se redessine, loin du costume-cravate imposé par la colonisation.
Alors, que nous enseigne cette évolution? Qu'au Burkina Faso, la tradition vestimentaire n'est pas un simple message adressé au monde ou à l'Occident. Elle structure le quotidien, elle modèle les institutions, elle façonne la représentation du pouvoir. Pour le public, c'est une invitation à ne pas attendre un grand soir ou un scandale pour reprendre la main sur sa propre identité. Chaque jour, par des gestes concrets, on peut faire basculer la norme. Comparons maintenant ces deux modèles pour comprendre ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'avenir de l'identité africaine. Un moment fort suffit-il, ou faut-il tout un système pour transformer la société? Regardons ce que nous enseignent les parcours du Ghana et du Burkina Faso. Au Ghana, la force du symbole saute aux yeux. Quand le président Mahama porte le fugu à l'étranger, il ne publie pas de décret, il ne fait que poser un geste. Et pourtant, ce geste fait voler en éclats les attentes, ravive une mémoire collective parfois étouffée, et provoque un débat national. Le fugu devient alors bien plus qu'un vêtement. Il rappelle à tous une dignité ancestrale, une histoire d'indépendance et d'audace. Rapidement, les députés suivent l'exemple. Le Parlement entier se pare de ce tissu identitaire. Voilà comment un acte symbolique peut réveiller des institutions et inspirer toute une société. Mais, aussi puissant soit-il, le symbole reste fragile. Il électrise, il rassemble, mais sans relais institutionnel solide, il s'expose à l'oubli ou au retour en arrière. Au Burkina Faso, la stratégie diffère. Ici, la transformation s'ancre dans la durée. Sous la présidence de Thomas Sankara puis d'Ibrahim Traoré, le Faso d'Anfani s'impose dans la vie publique, dans la loi, dans les usages officiels. Les ministres, les juges, les fonctionnaires le portent au quotidien, et peu à peu, la normalisation remplace l'exception. Ce n'est plus un badge de protestation, c'est la norme. Et c'est là tout le poids de la structure. Ce que l'on répète devient identité partagée. La société ne s'émeut plus d'un geste, elle se transforme en profondeur, presque sans bruit, jusqu'à ce que l'habit traditionnel fasse partie intégrante de l'autorité. Deux leaders, deux styles. Mahama agit comme un catalyseur de mémoire, réactivant le sens du passé. Traoré, lui, joue l'architecte patient, bâtissant une transformation qui s'inscrit dans la durée. Le symbole éveille et bouscule, la structure façonne et solidifie. Mais l'un sans l'autre ne suffit pas. Se contenter du geste sans réforme profonde, c'est courir le risque de l'éphémère. Se reposer uniquement sur la normalisation, sans inspiration visible, c'est diluer le message et laisser la routine vider le sens. Dans les deux cas, la leçon est claire. La légitimité politique ne se gagne pas dans l'imitation des codes venus d'ailleurs, mais dans l'affirmation sincère de soi. C'est en assumant qui l'on est, en valorisant ses propres repères, que l'on gagne l'estime de soi, la souveraineté culturelle et l'autorité véritable. Alors, que retenir pour soi, pour sa communauté, pour l'Afrique? Le respect ne s'achète pas, il se tisse. C'est vrai pour un vêtement, c'est vrai pour une nation. Ce que nous montre le Fougou au Ghana et le Faso d'Anfani au Burkina Faso, c'est que la souveraineté ne se limite pas à la possession d'un territoire ou à l'écriture d'une constitution. Elle se manifeste dans chaque geste, chaque choix du quotidien, et surtout dans ces symboles que l'on porte, littéralement, sur soi. Certains diront que le vêtement n'est qu'une apparence, qu'il ne change rien au fond. Mais c'est oublier que l'apparence, c'est déjà un langage, un message adressé à soi-même et au monde. Pendant trop longtemps, on a fait croire aux Africains que, pour être respectés, il fallait imiter les codes européens, enfiler le costume cravate, parler l'anglais ou le français, gommer toute trace de leur propre culture. C'était la promesse d'un respect conditionnel. Deviens comme moi, et peut-être tu auras ta place. Mais continuer à singer l'Occident, c'est continuer à douter de sa propre valeur. C'est accepter, consciemment ou non, que l'exemple d'ailleurs vaut plus que l'histoire d'ici. Or, ce que les gestes du Ghana et du Burkina Faso nous rappellent, c'est que le respect véritable commence par l'estime de soi. Quand les députés ghanéens, tous ensemble, sont entrés au Parlement vêtus de fugu, ils n'ont pas seulement célébré une tradition,
Ils ont affirmé que leur pouvoir tire sa légitimité de leur héritage et non de l'approbation d'autrui. Quand le Faso d'Anne Fanny devient le tissu officiel de la République, ce n'est pas une simple affaire de mode. C'est la décision d'inscrire la culture dans la structure même de l'État. Au fond, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut gagner en autorité en copiant l'Occident, mais si elle est prête à reconnaître sa propre dignité. L'autorité ne se construit pas dans le mimétisme, mais dans la confiance en ce que l'on est. Et cette confiance, elle se tisse jour après jour dans nos choix de vie les plus simples, ce que nous portons, ce que nous valorisons, ce que nous transmettons. Chacun de nous, à son échelle, porte une part de cette responsabilité. Se réapproprier ces symboles, c'est reprendre le contrôle sur son histoire, sur son image, sur sa place dans le monde. C'est aussi économiser des années de doute, d'effacement, de complexe. Car ce que l'Afrique montre aujourd'hui, à travers ses gestes vestimentaires, c'est qu'on n'a plus besoin de permission pour être fier de soi. Alors, la prochaine fois que vous enfilerez un vêtement, demandez-vous: qu'est-ce que je dis au monde? Est-ce que je célèbre mon identité ou est-ce que je la cache? Parce qu'au fond, la souveraineté africaine se joue autant dans ses symboles quotidiens que dans les grandes décisions politiques. La dignité ne s'imite pas, elle s'affirme. À vous de choisir comment vous voulez être vu par les autres, mais surtout par vous-même.